contexte conjugal, on dit 1 plus 1 égale 1. Et puis après, on se demande dans la société si également, quand on est marié à un homme, on arrête à poursuivre notre chemin, à avoir nos propres rêves, afin de voir ensemble avec cet homme-là, afin de vivre les rêves de cet homme-là. Et on se pose la question de savoir, est-ce qu'une femme mariée peut-elle avoir des rêves personnels ou des projets personnels? Sûrement, vous vous posez aussi cette question à la maison et vous avez besoin de réponses. Je vous assure, Yvette Fortuné Kadiadi ainsi que Déborah Moutonkole vont vous donner quelques pistes de solutions. Mais mesdames et messieurs, comme vous le savez, pour ce 4e numéro de votre magazine de la femme qui est réservé généralement aux meilleurs, nous allons commencer par une rubrique. Nous allons commencer par la santé. Nous allons nous poser, nous allons parler avec notre docteur maison et c'est Yvette Fortuné Kadiadia qui va essayer de nous parler des bienfaits de la transfusion sanguine parce qu'on en entend parler dans la société, on entend parler ou pas seulement vous avez entendu parler, mais vous avez eu aussi à vivre cela. Il y a eu 2 jours où on vous a dit mais vous n'avez pas de sang, vous n'avez pas assez de sang. Il faudrait qu'on vous transfuse. Vous vous posez 1000 questions autour de la question. Les réponses, c'est avec Yvette Fortuné Kadiadia. Transfusion sanguine, c'est le fait c'est d'abord une prise en charge qui est strictement médicale, ça ne se fait qu'à l'hôpital. Et puis, on va mettre par voie veineuse, on va mettre dans les voies veineuses de la personne qui en demande, du receveur, parce que celui à qui on donne le sang, il s'appelle receveur, c'est lui qui donne son sang, on l'appelle donneur. Alors, on va mettre par la voie veineuse une quantité du sang. Ça peut être le sang complet, ça peut être les globules rouges, des cellules qu'on retrouve dans le sang, qu'on appelle les globules rouges, ou des plaquettes, ce sont des cellules qui sont là pour agir en termes de coagulation. Si quelqu'un a des problèmes de coagulation, on va lui donner les plaquettes. On peut aussi donner le plasma, mais ici, ou là-bas, en général, quand on veut donner du sang, même si la personne a besoin des globules rouges, des plaquettes, on ne donne que le sang complet, parce qu'on ne sait pas séparer ces différentes cellules-là. Ok, et quels sont les différents types d'une transfusion sanguine? On peut parler? Bon, comme je venais de le dire, quand on fait la transfusion sanguine, le don va être misé sur le besoin. Oui. Est-ce que la personne à qui on veut transfuser, il faut d'abord savoir pourquoi on transfuse. Est-ce qu'on transfuse quelqu'un parce qu'il a connu un traumatisme et il a perdu du sang? Est-ce qu'on transfuse un enfant parce qu'il a hémolysé à cause d'une pathologie qu'il a? Pourquoi on donne le sang? Alors, quand on donne le sang, on sait pourquoi on donne ce sang-là. On va se dire, on va donner le sang, seulement le sang complet, le sang comme on le voit couler, on le donne complètement. Soit on va séparer, on va juste aller prendre les cellules comme les cellules de globules rouges qu'on va donner au receveur, ou bien ça sera les plaquettes ou ça sera le plasma. C'est en ça qu'on peut dire en quelque sorte les types de transfusions qu'on a. Mais ici sur place, on donne le sang complet. Y a-t-il des étapes à franchir avant de passer à une transfusion? Alors, comme je l'ai dit, il faudra qu'on ait un donneur et qu'on ait un bénéficiaire, le receveur. Alors, comme je l'ai encore dit une fois de plus, pourquoi on transfuse? On vous amène par exemple un enfant qui a hémolysé parce qu'il a fait une forte fièvre qui est due au fait qu'il est en train de faire le paludisme, il a fait de la fièvre, il a hémolysé. On va se dire cet enfant a besoin du sang. On va examiner l'enfant. Lui-même d'abord, le bénéficiaire, il a besoin de quel type de sang? Si par exemple c'est un receveur qui est du groupe A, qui est du groupe B, qui est du groupe AB, qui est du groupe O, c'est une première étape. On va examiner son rhésus. C'est un enfant qui a quel rhésus? Est-ce qu'il est rhésus négatif ou il est rhésus positif? Est-ce que c'est sur un terrain de dénutrition? Parce que les malnutris ne reçoivent pas la même quantité que les enfants qui sont en bonne santé, tout en étant anémiques, mais qui ne sont pas dénutris. Ils ne vont pas avoir la même quantité que les enfants qui sont dénutris. On va se dire, cet enfant, à quel âge, il a besoin de quelle quantité de sang? Quand on a une idée sur le besoin de l'enfant, on va maintenant aller questionner le donneur. Est-ce qu'on a le donneur qui a le même sang que cet enfant? Est-ce qu'il est du groupe A, il est du groupe B, il est du groupe AB, il est du groupe O? Est-il du même rhésus
que l'enfant. Actuellement, on ne parle pas plus de donneur universel. On veut bien donner le sang, le même sang que l'enfant. Par exemple, un enfant qui est du groupe A, on veut lui donner un sang du groupe A qui a un résus positif parce qu'on se dit que ça n'a pas beaucoup de réactions. Et après, on va aussi examiner le sang du donneur après avoir cherché son résus, après avoir cherché son groupe sanguin. A-t-il des maladies qui peuvent se transmettre par le sang? Et ici chez nous, dans les hôpitaux, on va demander est-ce que c'est un malade qui peut être porteur des virus du VIH-Sida, du sida? Est-ce que c'est quelqu'un qui est porteur d'une hépatite? Est-ce que c'est quelqu'un qui est porteur de n'importe quelle maladie qui peut se transmettre par la voie sanguine? Quand on a examiné cette panoplie d'examens, des maladies qui ne peuvent pas se transmettre chez cet enfant, on peut, dans cette condition-là, prélever la quantité dont l'enfant a besoin. On va le refroidir un peu et puis après, on peut donner. Avant de donner, on va tester. C'est vrai que le sang peut être du même groupe, ils sont du même résus, mais quand on teste, on prend quelques gouttes du sang du donneur, qu'on met ensemble avec quelques gouttes du sang du receveur. Si ça ne réagit pas, on donne. Mais si ça réagit, on devient sceptique, on se dit, on ne va pas donner ce sang-là, que ce soit chez une femme qui accouche, parce qu'ici c'est en santé de la femme. Même les femmes qui viennent en maternité, parfois elles saignent beaucoup. Elles sont une catégorie des personnes qui nécessitent aussi qu'on leur donne du sang. Parce qu'elles ont accouché, elles ont saigné. Il y a des femmes qui font l'hémorragie du 3e trimestre. Lorsqu'elles saignent beaucoup, on peut avoir un besoin de sang. Et pendant une transfusion, quels sont les éléments à surveiller? Déjà, comme je l'ai dit, la transfusion, c'est une prise en charge qui est médicale, c'est bien structuré, ça ne se fait pas dans presque toutes les structures. C'est vrai, il y a d'autres structures qui les font, mais d'une manière abusive, mais il y a des structures où c'est spécialisé, où ils ont dans leur plateau technique, il y a aussi la transfusion sanguine. Alors, on doit surveiller la transfusion chez toute personne, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'enfant, chez toute personne à qui on donne le sang, on doit surveiller. Comme je l'ai dit, on fait d'abord le test, on voit si ça réagit ou pas. Si ça ne réagit pas, on peut donner à la femme ou à l'enfant. Mais parfois, on peut faire tous ces tests, ça ne réagit pas, mais on donne à la femme, elle commence à réagir. On va surveiller l'état général de la femme. On se dit, est-ce qu'avant qu'on lui donne, elle se présentait comment? Et quand on lui donne, est-ce que c'est une femme qui commence à transpirer, elle a des transpirations diffuses? C'est une femme qui commence à vous dire, mon cœur bat, elle a des palpitations. C'est une femme qui vous dit, j'ai des démangeaisons au niveau du... En fait, elle commence à avoir de la démangeaison sur les membres, sur les visages. Elle commence à avoir des fissures. Vous voyez que c'est une femme qui commence à avoir des éruptions. Ça peut être ça, des choses qu'il faudra surveiller. Est-ce que son cœur bat commence à battre d'une manière anormale? Est-ce qu'elle transpire? Est-ce qu'elle commence à se tordre des douleurs? Ou est-ce que sur son corps, il y a des éruptions qui viennent? Et dans ces cas-là, qu'il faut-il faire s'il y a des réactions comme ça pendant une transfusion? Quelqu'un qui réagit mal à la transfusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, il faudra commencer d'abord par voir l'avant-transfusion et le moment où la transfusion est en train de se faire. Mais si vous voyez que ce sont des signes qui se présentent, que la femme n'avait pas, une des premières choses, sûrement que la femme est en train de réagir à la transfusion. La première des choses, il faudra arrêter avec la transfusion, lui donner des médicaments qui vont aller couper par exemple les démangeaisons, qui peuvent l'aider à remettre sa fréquence cardiaco-respiratoire à la normale. Et puis après, on peut refaire les autres examens pour voir si réellement elle réagit au sang ou ce sont des signes qui viennent pas avec la transfusion. J'ai une question. Est-ce que le sang du donneur subit quelques examens avant de transfuser? Parce qu'il y a certains donneurs qui sont, par exemple, atteints d'une maladie, par exemple comme le VIH-Sida. Et moi, j'ai besoin du sang. Est-ce que vous lui faites subir quelques examens au préalable avant de donner le sang? Oui, peut-être que tu ne m'as pas bien suivi, je l'ai dit, on va questionner le sang du donneur. Ah, ok, donc sur toutes ces formes, ces aspects-là, ok. Oui. Est-ce que c'est le sang du même groupe sanguin? Est-ce que c'est le sang qui a le même résus? Est-ce que c'est le sang qui... Parce que dans le sang, nous avons des choses que nous portons. Il y a des maladies qui viennent parce que
c'est des maladies qui viennent avec la transfusion, qui se transportent dans le sang, en l'occurrence le VIH-Sida. On va examiner, il n'y a pas que le VIH, il y a beaucoup de maladies qui passent par le sang. On va voir si c'est une personne qui a le VIH, c'est une personne qui a l'hépatite. Ici, chez nous, souvent, ce sont les examens, les maladies virales qu'on va aller rechercher dans le sang du donneur. On ne prend pas le sang de quelqu'un comme ça, on dit « tu es du groupe, de quel groupe ?» Même si tu connais ton groupe sanguin, il faudra que les techniciens de labo se rassurent du groupe que tu lui as donné pour le comparer au groupe du receveur. Gardons le cap. Généralement, dans la vie, dans la société, on entend certaines personnes qui disent « mais après, j'ai donné une deuxième chance à la personne et la personne a abusé ». Est-ce que c'est bien d'accorder une deuxième chance? Quels sont les avantages si j'accorde une deuxième chance? Quels sont les inconvénients si j'accorde une deuxième chance? Et d'abord, accorder une deuxième chance elle-même, est-ce que c'est nécessaire? Alors, on en parle? Merci pour la question. Mais après, on ne va pas parler que d'accorder une deuxième chance en couple. On va parler de... C'est un exemple hein, que je pris comme Exactement. On va parler de donner une deuxième chance presque dans tous les domaines de la vie, mais qui entrera aussi dans le couple. Parce que même dans un couple également, on peut... Plus la seconde chance, là, c'est dans le couple qu'on demande ça. Accorde-moi une seconde chance. Je ne ferai plus jamais cette bêtise. Pourtant, tu vas refaire. Mais... Exactement. Parce qu'en fait, c'est ça la nature de l'homme. On dit que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir et tout. Mais après, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'être une bonne personne parce que l'autre vous a maltraité. OK? Ce que je voulais dire aujourd'hui aux gens, c'est que quand vous faites du bien, vous ne le faites pas pour les gens. Vous le faites pour vous-même. C'est pour que vous puissiez rester intègre. Et il est important de rester intègre parce que l'intégrité, en fait, sauve les gens. L'intégrité fait de toi une bonne personne. L'intégrité fait de toi une personne de confiance. Même un chef au boulot te fera confiance parce que tu es intègre. Même si on ne parle pas de l'intégrité, pardon, mais après, ça entre un peu dans le feeling. En fait, ça coule aussi dans l'intervention. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment important qu'on apprenne à accorder de deuxième chance aux gens. Peu importe, comme Immaculée l'a dit, il n'y a jamais eu de deuxième chance à une deuxième chance, en fait. Une seconde deuxième chance. Il n'y a jamais eu une seconde deuxième chance, oui. Mais parce qu'il y a aussi certaines personnes, ils sont vraiment rigoureux, ils sont vraiment stricts, ils ont du mal à accorder une seconde chance à une personne. Ils disent que, ben ok, je t'ai donné ta chance, mais tu l'as gâchée. On le voit dans les entreprises, on t'a donné la chance, mais après tu l'as lapidée. Non, il faut savoir, parce qu'on dit toujours qu'on apprend de nos erreurs. Il y a certaines personnes qui apprennent de leurs erreurs et d'autres qui n'apprennent pas, mais ça n'arrête pas votre personne, que ça ne vous arrête en rien. Ayez l'habitude, sachez que quand vous faites quelque chose de bien, vous ne le faites pas pour la personne, vous le faites d'abord pour vous-même. Et on dit toujours que quand tu es juste, quand tu as fait des choses de manière juste, d'une façon juste, tu l'as fait dans un bon sens pour procurer du bien à l'autre, même si le ciel ne te paye pas, mais il y a des lois de nature forcément qui feront en sorte que la chance que tu as accordée à l'autre te revienne aussi un jour. Parce que tu vas te rendre compte que mais après, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, on n'avait pas prévu ça. Ou encore, on avait fauté et on s'attendait à ce que la sanction soit sévère. Mais tu arrives devant la personne, la sanction n'est pas sévère. Tu te demandes, mais comment ça s'est passé? Ah, mais non, j'ai été sauvé de justesse. Non, tu n'as pas été sauvé de justesse. C'est parce que tu as respecté une loi de la vie qui t'a rattrapé. Pour dire que les choses de la vie nous rattrapent toujours, peu importe le temps. Donc, il faut savoir accorder une deuxième chance. Et puis, pour les gens qui disent que moi, je lui ai donné une deuxième chance, c'est fini. Mais en fait, c'est faux. On peut donner à une personne autant de chances qu'il faut. On l'a nommée deuxième chance tout simplement parce qu'elle vient après la première chance. Mais on peut donner des chances autant qu'il faut. Ça dépend seulement de vous-même, de comment vous vous sentez, de comment vous voulez. Si vous vous dites que ben, je veux lui... Même à la deuxième chance, il a fauté, je peux lui donner une seconde deuxième chance. Et oui, c'est possible de le faire. Il faut seulement aller chercher la bonne personne, le bon côté de vous qui est à l'intérieur de vous. Mais c'est quoi l'importance ou encore l'avantage
d'accorder une seconde chance et surtout les désavantages ou les inconvénients. Exact. Parce que Lina, avec les histoires de secondes chances ou carrément accorder plusieurs chances à la personne, moi j'ai déjà fait un constat. Il y a certaines personnes, quand tu leur accordes tellement plusieurs chances, la personne ne change pas. En elle se dit de toute façon, Tanirumi à tout. Atanirumi à tout. C'est quoi les avantages et même les inconvénients? Déjà, je vais commencer par les avantages. Merci beaucoup parce que dans toute chose, il y a avantages et inconvénients. Déjà, je vais commencer par les avantages, c'est que ça vous permet de rester vous-même. Ok? Ne soyez pas influencé par, je ne sais pas moi, les ondes de l'extérieur. Non. Quand vous accordez une deuxième chance à une personne, ça veut dire que vous avez réfléchi. Ça a été une décision réfléchie, vous avez réfléchi et vous vous êtes dit que je veux accorder la chance à cette personne. L'avantage, la première avantage, je pourrais dire, c'est que ça vous permet de rester la bonne personne que vous êtes. Ok? La deuxième, c'est que ça permet également de tester, pas les nerfs, mais de tester le comportement de l'autre. Comment il fait? Est-ce qu'il saisit cette chance ou il gâche? Parce que c'est pas, à coup sûr, ça ne veut pas dire que si aujourd'hui tu as trouvé toi qui donne des secondes chances, demain il trouvera aussi une autre personne qui lui donnera de secondes chances. Blanchir ses dents, c'est la chose qui est devenue à la une actuellement. Il y a même des maisons qui font blanchir les dents à des prix, à des sommes exorbitantes. Certains le mettent à 100, à 150 $. Je connais des maisons où les femmes y vont spécialement pour blanchir les dents. Alors cette semaine, dans Trucs et Astuces, Déborah Moutonkolé s'est dit, mais pourquoi les femmes se cassent la tête à débourser autant d'argent alors qu'on a des choses, on a des moyens, on a des choses à la maison qui peuvent également nous aider à blanchir nos dents. Alors, elle nous a sorti sa carte. Chère dame, prenons des cours. Je suis très heureuse de vous retrouver, madame, monsieur, pour Trucs et Astuces. Aujourd'hui, dans Trucs et Astuces, on va apprendre à se blanchir les dents chez soi. Vous savez, lorsqu'on est en train de sourire et que nous avons des dents plutôt qui tendent à la couleur jaune, ce n'est pas propre, ce n'est pas beau à voir. Alors, comment est-ce qu'on peut se blanchir les dents chez soi à la maison? On va se blanchir les dents à l'aide de quelques ingrédients que nous retrouvons facilement dans nos maisons. Alors, après avoir réalisé cette solution, faites-le 3 fois par semaine, matin, soir, avant de vous coucher ou le matin lorsque vous vous réveillez. Appliquez cela sur vos dents. Alors nous allons commencer avec, d'abord je vous présente les ingrédients. Nous aurons droit bien sûr à notre bicarbonate de soude que nous voyons ici. Nous aurons bien sûr besoin de notre citron. Nous aurons besoin de notre gingembre que j'ai déjà épluché. Ça dépend de vous, vous pouvez ou pas éplucher. Nous aurons également besoin de notre poivre noir et de notre pâte dentifrice ainsi que notre vinaigre blanc. Alors voici comment on va procéder rapidement. On va d'abord commencer par râper notre gingembre à l'aide d'une râpe que nous sommes en train de voir là. On va râper notre gingembre assez rapidement. Alors pour vous qui allez faire ça à la maison, vous aurez besoin d'une grande quantité que vous pouvez conserver pendant 3 jours au réfrigérateur. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi y ajouter de la braise. Donc la braise avec laquelle nous cuisinons, voilà, la braise qui nous aide à faire notre cuisine, donc du charbon de bois, voilà. Alors après savoir râper mon gingembre, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, un tout petit peu de gingembre. Je viens y ajouter le jus de citron. Je vais couper en 2. Voilà. Je viens ajouter le jus de citron dans mon gingembre. Comme ceci. Tout le jus de citron que j'ai pu obtenir. Voilà. Je vais poser. Je viens y ajouter du vinaigre. Voilà, le jus de citron déjà et le vinaigre. Voilà. C'est une explosion, hein. Et je viens ajouter dans mon mélange un peu de bicarbonate de soude. Pourquoi un peu? Parce que le bicarbonate de soude brûle les gencives. Vous allez sentir que si vous en ajoutez beaucoup dans votre solution, à chaque fois que vous allez placer votre brosse sur les gencives, vous allez avoir du mal
à brosser les dents et vous aurez même du mal à réaliser cette recette. Malheureusement, vous allez également avoir du mal à parvenir à vous blanchir les dents. Donc, j'en ai mis un tout petit peu, juste un peu de bicarbonate de soude que je vais mélanger là. Je viens y ajouter un peu de poivre noir. Oui, le poivre noir aussi est important pour ce mélange. Un tout petit peu de poivre noir. Voilà. Et puis enfin, je viendrai y mettre ma pâte à dentifrice. Et puis voilà. À l'aide de ma brosse à dents, je vais mélanger le tout ensemble. Alors les mamans, les papas, faites ça pour vous à la maison. Ce n'est pas beau de sortir avec des dents jaunâtres, des dents un peu noires. Ce n'est pas beau à voir. Alors cette solution est très simple et facile à faire. Vous pouvez conserver ça pendant toute une semaine. Comme je l'ai dit dès l'entame, il faudra commencer à l'appliquer 3 fois par semaine, tous les jours, matin, soir, tout en évitant d'y mettre beaucoup de bicarbonate de soude parce que les bicarbonates de soude peuvent brûler votre gencive et vous allez avoir du mal à réaliser, je dirais, cette recette ou à vous blanchir les dents. Alors faites ça matin, soir, 3 fois la semaine, c'est-à-dire le lendemain, c'est-à-dire si vous commencez le lundi, le mardi, vous allez tout simplement brosser les dents avec notre pâte dentifrice. Le mercredi, vous allez prendre cette solution. Vous pouvez garder ça au réfrigérateur, hein. Vous allez mettre dans une boîte, vous gardez ça dans un frigo, pas au congélateur, non, dans un frigo. Et puis le lendemain, vous allez venir prendre. Vous allez vous rendre compte que cette même solution, hein, si vous prenez cette solution, par exemple, vous avez fini, vous prenez cette solution dans la nuit, vous déversez dans votre cuve, donc la cuve de la toilette, et vous fermez. Le lendemain, vous venez tirer la chasse d'eau. Vous allez voir que cette solution va blanchir votre cuve. Voilà. Vous allez voir que votre cuve qui avait une couleur qui tendait au jaune va être blanchie et c'est la raison pour laquelle, après avoir appliqué cette solution sous vos dents, vous allez constater que vos dents sont en train de devenir blanches. Voilà un peu, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous avons appris comment se blanchir les dents à l'aide du bicarbonate de soude, du citron, du gingembre, de notre poivre noir ainsi que le citron et le vinaigre blanc. Et on a terminé avec notre pâte à dentifrice. Faites ça à la maison, vous m'en direz de nouvelles. Merci à tous. Elle nous a appris lors de cette partie qu'elle venait d'ouvrir une très longue série de légumes. Et oui, cette semaine en cuisine, on a mangé le gombo à l'épinard ou l'épinard au gombo, les épinards au gombo, un truc du genre. Bon, bref, je sais qu'il y avait le gombo et l'épinard. Mais non, c'était les épinards au gombo que Jackie Manana nous a fait en cuisine. Vous qui aimez de saveurs différentes, il est important de changer. Généralement, on a l'habitude de manger le gombo seul ou encore on a l'habitude de manger l'épinard aussi seul. Mais après, Jackie a dit que si tu essayes de prendre ce côté-là et l'autre, tu essayes de prendre l'épinard et le gombo, ça va faire un truc vraiment magique. Alors, chère dame, à la maison, vous pouvez toujours aussi tester. Ça a été un légume que moi, personnellement, j'ai importé jusque chez moi à la maison. Alors, Jackie Manana, les épinards, jusque-là, je suis en train de me représenter, de m'imaginer la recette épinards au gombo. D'abord, les trucs là, comment on appelle ça? La colle, hein, Lina? Les trucs qu'il y a dans les gombos, comment on dit? C'est la colle? Je ne sais pas dire la colle, mais c'est un peu visqueux, oui, exactement. Voilà, c'est visqueux en fait. Non, on appelle ça la visco, quoi? Je ne veux pas savoir. Alors, Jackie, apprends-nous comment préparer carrément les épinards au gombo. Viscosité. Viscosité. Ah, voilà, je ne voulais pas aussi faire l'insolite. Hein. En tout cas, je suis là pour ça. Je prends un peu d'eau. Oh, donc la cuisine d'aujourd'hui commence avec une gorgée d'eau. Ok. Alors, on apprend aujourd'hui à préparer les épinards au gombo. On a pensé à tous les végétariens, peut-être, bon, pas seulement les végétariens, mais parce que d'habitude, hein, chez nous, nous mangeons toujours les légumes.
On nous a fait une remarque par une dame. Elle a dit, voilà, vous apprenez tout simplement à préparer la viande, les beignets et autres. Apprenez-nous à préparer également les légumes. On a pensé à vous, chère dame, et merci beaucoup pour la remarque. Les épinards au gombo, comment ça se passe? Oui. Immaculée a dit tout à l'heure, les épinards sont visqueux et puis les gombos également. Mais quels seront les résultats après la préparation? Tout à l'heure, vous allez les découvrir. Pour cette recette, on a juste besoin de quelques ingrédients. Il n'y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de choses. On a juste besoin des oignons. D'abord, les gombos en question que vous voyez là en image. On a besoin également des épinards. On a besoin de l'oignon et puis on a besoin également du bouillon des légumes. Voilà. Et puis le sel pour ceux qui mangent beaucoup de sel, pour ceux qui préfèrent sentir vraiment le goût de sel dans la nourriture. On commence directement. J'ai commencé par bouillir les épinards pour gagner en termes de temps. Jackie, permet que je t'arrête un tout petit peu. Vas-y. Sans te perturber, bien sûr. Tu vas parler de bouillon de légumes. Sois un peu clair. C'est quoi les bouillons de légumes? Voilà. Cubes. Voilà. Je crois qu'on a montré les cubes par Sada dans les images. Ok, on commence directement à faire cette préparation. J'ai commencé par bouillir les épinards. Pour que ça puisse garder sa vergeture, j'ai mis le sel dans l'eau. Voilà. J'ai mis le sel dans l'eau et puis j'ai bouilli directement les épinards. J'ai déjà chauffé l'huile. J'ai mis les oignons dans l'huile. C'est une recette qui ne prend pas beaucoup de temps en tout cas. Apparemment, ça demande un feu doux. Hein? Pardon? Ça demande un feu doux. Bon, ça dépend en tout cas. Ça dépend de toi. Mais est-ce que c'est l'huile végétale? J'ai l'impression que c'est comme si c'était l'huile de palme. Oui, c'est avec l'huile végétale. L'huile végétale, bien sûr. Ok. Seulement que ça fait l'effet là. Il y a un peu de fumée. La fumée, oui. Voilà pourquoi elle a posé cette question. Mais c'est l'huile végétale. Ok. Alors, je mets directement les épinards que j'ai bouilli au préalable. Et ça doit beaucoup bouillir ou on peut carrément mettre même l'eau chaude, mouma épinard et puis on laisse? Alors, ça dépend de vous. Si vous voulez que ça ne puisse pas prendre beaucoup de temps après avoir mélangé les tout, vous pouvez bouillir carrément, beaucoup bouillir. Mais si vous avez vraiment assez de temps après la préparation. Parce que, Jackie, s'il te plaît, on nous dit souvent que c'est pas bien de bouillir les légumes avant parce que ça perd le goût. Je sais pas, ça perd son goût. En tout cas, moi, j'ai jamais expérimenté ça. J'ai expérimenté, oui. Ok. Je ne sais pas, peut-être Lina, tu as un avis contraire. C'est vrai que l'effet de bouillir les légumes, ça perd le goût. Je pense que c'est pas avec tous les légumes, en fait. Oui. Ça dépend parce qu'il y a d'autres légumes. Il faut au préalable, en tout cas, qu'on les puisse bouillir avant. Ok. Alors, en attendant, je dis merci à Lina qui m'a donné ces épinards. Je rappelle que je les ai cueillis dans son jardin. Donc, tout ce que nous faisons ici, oh là là, merci beaucoup. Les Lina. gens qui disent, oh, les histoires que vous plantez dans vos jardins, là, on ne voit jamais ça. Voilà les légumes. Les légumes de dans mon jardin de Lina, dans son jardin. Mais est-ce que ça, il fallait aussi en parler à la télé? Mais oui, ah non, Lina, oui, bien sûr. Il fallait quand même en parler pour t'encourager d'abord toi-même. Il fallait montrer les feuilles, comme ça au départ, les gens allaient voir. Ah, malheureusement. Et je rappelle que ce sont les épinards sauvages. Exactement. Que j'ai récemment répliqué. En fait, les épinards sauvages, je ne sais même pas comment je vais poser la question. Pour moi, en tout cas, quand on parlait des épinards sauvages, je pensais que c'était des épinards qui poussaient juste comme ça, tu vois, genre tu n'as pas répiqué ou tu n'as pas planté. Tu n'as pas planté. Mais ça après, comment ça va pousser dans si une brousse, je ne sais pas. Non, tu vois, il y a des trucs qui poussent seulement comme ça. Tu vois, il y a des feuilles qui viennent comme ça sans qu'on ait des plantes. Exactement. Ouais. Ben ça, c'était un trait qu'on avait avant qu'on aille à l'école. Ouais, c'était un peu ce qu'on pensait exactement parce que tu vas te retrouver dans une brousse, tu as des épinards. En fait, il n'y a eu personne qui est passé pour
pour planter exactement, ou pour s'aimer en tout. Mais simplement parce qu'on ne sait pas comment ça se fait. Ou sinon, c'est impossible que quelque chose sorte de la terre sans qu'on s'aime. Les merveilles des dieux. Non, mais les merveilles de Dieu, oui, mais même Dieu lui-même parle de s'aimer. Même Dieu lui-même parle de s'aimer. Donc, s'il parle de s'aimer, c'est que pour que quelque chose... Ok, on rentre à la cuisine. Jackie, tu es à quelle étape maintenant? Oublié. Non, on t'a laissé d'abord continuer avec la recette. Jamais on ne peut t'oublier. Avancer un peu. On est à quelle étape maintenant? Ok, j'ai dit que j'avais bouilli avec le sel. Je vais goûter pour voir s'il y a quand même beaucoup de sel, de peur que je puisse mettre beaucoup de sel. Ça va, ça passe. Et là, je mets directement les gombo. Ah, donc ça sera genre les légumes verts. Je mets les gombo. Sans tomates, non? Sans tomates. Ça sera vert carrément. Oui, bien sûr, les légumes verts. Alors, et là, je vais laisser mijoter quelques 2 minutes seulement, le temps pour moi de reprendre en swahili, et puis on aura un résultat très final avant de... Je ne sais pas si on peut reprendre en swahili immaculé. Là, j'ai mis directement le bouillon de légumes. Hein. Ça, les cubes. Les cubes, généralement, on appelle les cubes sombés, les cubes légumes. Par exemple. C'est ça. Ouais, c'est ça qu'elle appelle les bouillons de légumes. Ok. Je reprends rapidement en swahili. Leo tuli diga gombo na épinard ya ruchanga. Pour réaliser une recette, on a besoin de mabitu ya mingi. Juste tout, chumvi, et cube, banetaka cube, il y a légumes. Mais ça dépend de vous. Il y a de ceux qui ne mangent pas ça. Il y a d'autres qui aiment beaucoup ça. Alors, le choix est comme côté. Soit munaiweka, soit amusaiweka. Na matungulu, na gombo en question, et puis na épinard. J'ai dit félicitations à Lina qui m'a procuré ces épinards parce que mili chuma mushamba yake, mon jardin yake. Alors, j'ai commencé mirianza par putokosha, et légumes. Mirikamo kachumvi, moi les mailles à moto pour que ici perdre les couleurs et il y a couleur verte. Mirikamo kachumvi, mikatokosha nayo, après minatosha maille. Et là, vous allez remarquer, miritia mafta pa moto directement, minanza kukalanga épinard. Après kukalanga épinard, minawekamo kachumvi parce que j'ai remarqué que chumvi yangu haikuenea. Directement, nikawekamo gombo, njoi nikona kalanga. Je vais laisser ikalangi pendant, je dis, 2 ou 3 minutes. Je crois chaque enea et pendant ce temps, je vais mettre taweka directement maï et mtachunga ivie, ça dépend de vous. Il y a de ceux qui aiment manger gombo ya kanguvu, d'autres vont l'appeler les gombo ya teketeke sana. Alors moi j'ai mangé les teketeke sana. Je vais mettre de l'eau et je vais attendre mijoter pendant quelques minutes et puis le repas sera prêt. Je vous ai annoncé au tout début et il est impossible que je parte sans vous donner des pistes de solutions. Alors vous êtes à la maison, vous aviez vos propres rêves avant que vous ne puissiez vous marier à Pivert. Vous vouliez être une journaliste vraiment avec une très bonne carrière. Mais après, Pivert est entré dans votre vie et les choses ont changé. Pivert est devenu un homme du genre, oh non, je voudrais que tu restes à la maison. Ou si vous voulez faire un truc, c'est Pivert qui te dit, non, commençons un commerce tous ensemble. Mais après, tu te retrouves coincé dans ton propre mariage. Ce que tu voulais pour toi-même, tu ne le fais plus. Tout simplement parce que, pas que tu as épousé un homme toxique, mais tu as épousé un homme qui a cru que quand on se marie, on doit respirer dans les mêmes narines. Tout simplement parce que tu as épousé un homme qui a cru que quand on est marié, on doit tout faire ensemble. C'est pourquoi on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'une femme mariée peut-elle avoir des projets personnels? Alors, qu'est-ce que les ladies en Mais
Voilà, oh là là, c'est une question assez délicate, hein, Julie. Alors, d'emblée comme ça, je vais répondre en disant oui. Mais son mari doit être au courant de tous les faits et gestes de cette femme-là. Parce que lorsqu'on regarde la formulation du sujet, on dit femme mariée. Déjà, quand on dit qu'on est marié, c'est entre deux personnes. Un homme et une femme qui viennent se mettre ensemble. Alors, ils se disent, nous allons construire une famille ensemble, une entreprise ensemble, nous allons évoluer ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que nous allons vieillir et mourir. Alors oui, je dis que la femme peut avoir des projets personnels, mais son mari doit normalement être au courant et peut-être, pourquoi pas, l'accompagner. Parce que c'est comme j'étais en train de le dire, c'est une alliance entre deux personnes. Le mariage, c'est entre deux personnes. Tout doit se faire entre deux personnes. C'est vrai qu'on peut avoir des choses personnelles, par exemple, comme nous le voyons, mon mari utilise sa brosse à dents, j'ai aussi ma brosse à dents. Par exemple, mon essuie, lui aussi, il a son essuie. Des choses personnelles, parce que ce sont des choses que nous utilisons, par exemple, personnellement sur le corps humain. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons mettre ensemble. Parce que, déjà que... moi, j'ai toujours été contre du régime matrimonial que nous appelons séparation des biens. Parce que, pourquoi? C'est vrai que l'homme peut venir avec ses biens ou la femme peut avoir ses biens. Mais le fait que nous nous disons que nous allons nous mettre ensemble, déjà, tout de nous doit être fait ensemble. Si aujourd'hui nous venons avec une forme de séparation seulement dans nos biens matériels, est-ce qu'un jour on va se séparer, on va se diviser les enfants en deux? C'est-à-dire moi je prends une partie de l'enfant et toi tu prends l'autre partie? Non. Ou si nous avons 4 enfants, je prends 2 enfants et toi tu vas prendre 2 enfants? Non. C'est-à-dire quand on est marié, on doit tout mettre ensemble. Mais pour les projets personnels, oui, la femme peut avoir des projets personnels. Elle peut par exemple être actrice de cinéma. Elle est actrice en elle-même, elle fait son travail, sa carrière, mais son mari est au courant et son mari l'encourage. Elle peut être par exemple musicienne, comme nous le voyons avec nos sœurs ici, elle est musicienne, comme la maman d'Ena Moana. Elle est musicienne, elle voyage et tout, son mari est au courant et son mari en tant que manager aussi l'encourage. Moi, ce que je dirais, non, c'est si une femme mariée veut avoir des projets personnels sans pour autant insérer son homme, son mari, sans pour autant mettre au courant son mari, au courant de ses projets son mari, non, pas du tout. Une femme mariée ne peut pas avoir des projets toute seule, sans... Bon, pas seulement l'aval, mais sans l'accompagnement, le soutien ou sans en avoir informé au préalable son mari. Non, pas du tout. Yvette, face à un homme qui est autoritaire, un homme qui ne permet pas à sa femme d'évoluer, si je peux dire ainsi. Maintenant, cet homme-là, est-ce qu'il faut partager ses projets avec lui du fait que d'abord, il n'accepte pas que sa femme prenne les dessus? Peut-être il regarde, se dit, Yvette, dans ce projet, si elle s'élance, elle va réussir, elle sera ceci, cela. Et du coup, l'homme ne te laisse pas la chance d'émerger. Est-ce qu'il faut partager ses projets avec lui? Est-ce qu'il faut, en tout cas, comme Déborah venait de le dire, l'associer dans tes projets? Ben moi, je trouve qu'il faudra, même s'il ne te permet pas de t'épanouir, il faudra le lui dire. Parce que si tu ne lui dis pas, tu vas exécuter ses projets personnels où? Donc, tu es obligé de lui dire qu'il soit d'accord ou pas d'accord, au moins qu'il soit informé que ma femme a des projets personnels. En fait, parlant des projets personnels, il n'y a pas seulement, par exemple, d'entreprendre des grandes choses, créer quelque chose. Ça peut être un projet personnel, ça peut être voyager. Je me sens fatiguée, comme j'ai aimé une vidéo du pasteur Adams que j'ai même publiée. Il a dit, quand on est marié, la femme peut avoir ses besoins. Elle peut se dire qu'elle a besoin d'aller à Dubaï, par exemple. C'est un projet personnel. Je me sens que pendant cette période, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'aller en vacances. Loin, pas avec mon mari, pas avec mes enfants, mais je peux y aller seule. Je veux réfléchir. Je veux vraiment d'abord être loin de tout ce qui a toujours été là. C'est aussi un projet. Mais face à un mari qui est incompréhensif, est-ce qu'il va vraiment permettre ce genre de projet peut-être? Si vous avez le projet, c'est vrai que c'est un mari qui n'est pas comme... En fait, tu vis déjà comment avec lui s'il ne comprend pas? Tu as essayé de t'adapter parce que quand il est incompréhensif, tu demeures avec lui, c'est que tu t'es adapté à sa façon d'être, à la façon d'être de ton mari. Alors, il faudra lui faire part petit à petit. Si par exemple un premier projet l'a refusé, un deuxième l'a refusé, il peut toujours essayer ou accepter avec un autre. Parce que tu ne vas pas te dire, mon mari, il n'est jamais d'accord sur rien. Tu restes là, tu ne t'épanouis pas, tu ne fais rien, tu restes là qu'en train de subir. Non, même les projets personnels, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Peut-être tu peux te dire, j'ai fait les études, j'ai étudié jusqu'à obtenir juste mon diplôme d'université, je vais obtenir un master. Ouais. C'est un projet. Tu ne te dis pas, je vais commencer à avoir l'argent, mais je vais m'instruire, je vais faire un autre diplôme, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre l'informatique. Sur ce que j'ai, je peux peut-être apprendre maintenant, faire le make-up. C'est que avant,
on apprenait à faire nous-mêmes, à nous mettre nous-mêmes nos crayons, mais aujourd'hui, il y a des écoles qui proposent cela. Je peux le faire. Donc, ce sont des projets, on ne voit pas d'abord en termes de projet que l'argent, il y a aussi l'épanouissement personnel. Il faudra lui en parler, parce que si tu ne lui parles pas, si on va dans le système où le mari, c'est le chef, quand il est le chef, ça veut dire que tu dois lui informer. Même si tu as ton argent en poche, tu peux te payer ses études par toi-même. Il ne faut pas que le mari puisse apprendre de la bouche de quelqu'un que sa femme fait des études en ligne, même si tu les fais en ligne, qui tu es en train de vouloir avoir un diplôme de master, il va se dire, ma femme n'est pas docile, elle ne m'informe pas. Je trouve qu'il faudra informer et l'amener à t'accompagner dans ce projet. Si c'est un projet qui est bon, il va t'accompagner. Et si c'est un mari qui dit qu'il doit prendre le dessus, nous sommes tous des enfants. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, chaque personne a son étoile. Ça peut être que c'est l'étoile de la femme qui brille tellement haut que ça t'amène aussi de la lumière. Donc, tu ne vas pas refuser de te dire, il faudra que ce soit seulement moi qui prends le dessus. Non? Voilà, Déby, pour un homme qui aime que la femme l'accompagne dans ce qu'il lui fait. Mais quand il s'agit de la femme, non, il ne veut pas entendre ça. Maintenant, que faire pour atteindre ses objectifs? Est-ce qu'il faut espérer qu'un jour qu'il finisse par s'aligner à ton projet et t'accompagner, ou bien tu vas te lancer toi-même, tu vas faire de toi-même à ce que tu puisses atteindre ces objectifs-là? Comment faire exactement face à un homme qui veut que ce soit seulement lui? Mais quand c'est toi, la femme, dit non. Alors, ce qu'il faut, c'est espérer qu'un jour qu'il t'accompagne. Et si ça ne venait pas ces jours-là? Oh, tu sais, quand on espère, souvent quand on espère dans le fin fond de notre cœur, on espère à des grandes choses, on espère à ce que quelque chose tienne. On finit toujours par avoir cette chose. Essaye d'abord, si tu rêves d'avoir une chose et que tu espères avoir cette chose-là un jour, tu vas avoir cette chose. Et si les opportunités se présentent aujourd'hui, Déby? Oui, c'est vrai on dit que les opportunités ne reviennent pas deux fois, mais moi je dis que Dieu c'est le maître du temps et des circonstances. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une opportunité qui peut me filer entre les doigts comme ça, mais à l'avenir, il peut y avoir une autre plus grande, et ça sera pendant ce moment-là que mon mari sera tout aussi docile, qui va m'accompagner aussi dans ce projet-là, qui va m'accompagner, qui va me soutenir. Vous savez, des fois nous forçons certaines choses parce que peut-être c'est pas le moment et tout. C'est vrai que c'est un mari égoïste. C'est quand il s'agit de lui, je l'accompagne. Mais quand il s'agit de moi, peut-être par jalousie ou par manque de confiance, il ne veut pas m'accompagner dans mes projets. D'accord, mais la meilleure des choses qu'il faudra garder, c'est l'espoir. Seulement garder l'espoir que un jour... Est-ce que tu sais, nous avons deux fois des projets qui brûlent vraiment en nous. Et tu sens vraiment que c'est le moment que je dois faire la chose qui brûle à moi. C'est le moment pour moi d'atteindre mes objectifs. Mais il intercale, si je peux dire, il ne te laisse pas en tout cas la voie libre pour les faire. Est-ce que tu vas te contenir? Tu as parlé de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Là, ce n'est pas donné à toutes les femmes en tout cas, on peut se le dire. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont croyantes. Maintenant, pour ces femmes-là qui n'ont pas, je peux dire, la patience en elles, qu'est-ce qu'elles doivent faire? En tout cas, malheureusement, pour cette femme-là, elle doit porter sa croix. C'est sa croix qui ne veut pas qu'elle puisse aller de l'avant. Alors, et son mari, sa croix. Alors, maman, continue à porter ta croix. Parce que moi, je ne veux pas te conseiller de désobéir aux ordres de ton mari parce que c'est lui le chef. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Pour éviter qu'il y ait de tension dans le couple, alors reste d'abord. Essaie de pas, comme elle l'a dit, essaie d'abord de lui parler. Non, tu sais, en ce moment, tu sais, j'ai envie de faire une croisière dans les Bahamas, toute seule. Oui. Je sais que non, tu as besoin de moi, les enfants ont besoin de moi, mais j'ai envie de cette croisière-là. Tu peux lui parler seulement. Et c'est un homme, il peut toujours comprendre. Mais si c'est un homme aussi têtu, il ne veut pas, alors... On dit toujours que le temps révèle la véritable nature des choses, la véritable nature des gens. Il faut d'abord laisser le temps. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord espérer. Continue à espérer qu'un jour ça va se faire, qu'un jour ton mari va te laisser le champ libre d'aller poursuivre tes projets, poursuivre... Vous savez, il y a des hommes... Il y a des hommes qui ne sont pas informés tout simplement. Ah, les femmes, s'il vous plaît, cultivons-nous pour en informer aussi nos maris. Il y a des gens qui ne sont pas informés. Ils pensent que, parce que nous, ici, on est ici à Mikuba, malheureusement, ils pensent que nous sommes toutes dans le même panier, en fait. C'est vrai que les femmes journalistes, il y en a des bonnes, il y en a aussi de mauvaises. Oui. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont mauvaises. Il y a des maris qui ont laissé leurs femmes venir travailler ici parce qu'ils ont confiance en leurs femmes. Et leurs femmes les ont parlé. Il faut parler à ton mari, lui dire, non chérie, là-bas, il y a ça, il y a ça. Les études que moi
moi je vais poursuivre pour avoir mon master, ça peut nous aider à ça, à ça, à ça. Tu vois que non, il va comprendre, il va te laisser. Mais si par pure jalousie, là, dans sa tête, il se dit non, la plupart des cas. Non, mais on serait bourré des femmes bandumba dans la ville de Kolwezi ou sur toute l'étendue du territoire national, parce que les femmes doivent aussi s'instruire, les femmes ont aussi besoin de réaliser leurs grands projets. Toi, tu vas seulement mettre un point parce que tu es son mari. Non, il faut seulement, à nous les femmes aussi, de prouver aussi à nos maris que nous sommes dignes de confiance. Parce que certains hommes ont vraiment raison de refuser à leurs femmes certaines choses. Parce que déjà, écoute, on a kanika mangu à kulukamba, les mères m'a voisin, ma je moi na voisin, ma mise moi et tout. Non, le mari voit que non, cette femme n'est pas digne de confiance. Pas comme mounié mouniumba moule. Maintenant, imaginez si je la laisse aller en croisière, elle ne va plus revenir. Alors, Yvette, tu as un projet en tout cas qui va vraiment te rapporter de l'argent. Maintenant, toi, tu n'as pas parlé en termes d'argent, mais il y a aussi des projets qui vont vraiment apporter de l'argent. L'homme, tu communiques avec ton mari, il comprend aussi que si Yvette se lance dans ces projets, en tout cas, on aura beaucoup d'argent. Maintenant, il s'est dit, si seulement je la laisse faire ça, elle va prendre les dessus. Et du coup, il n'y aura plus la féminité en elle. Elle sera peut-être, c'est elle qui sera maintenant la chef, si je vais dire, de la maison et tout et tout. Et du coup, il ne veut pas. Moi, je trouve qu'il faudra peut-être dans ce cas-là changer de stratégie, que ça ne soit plus un projet personnel, que ça soit un projet là, il faut l'insérer dans le projet. Montre-lui, par exemple, qu'il puisse financer le projet. Parce que s'il finance, peut-être même avec des grandes parts dans le projet, ça peut l'aider à avoir confiance parce qu'il va être il sera le partenaire avec des grandes parts. S'il a des grandes parts, il va encore une fois penser qu'il est au-dessus de toi. Mais ça sera pour toi une façon de te réaliser, de réaliser ton projet. Amène-le à t'accompagner dans ce projet. Mais s'il s'empare de ça, c'est ton projet à mais toi. Quand même, ce sont des deals, en fait. Et maintenant, il commence maintenant. Un projet est toujours écrit. Oui, mais quand même. Les projets sont toujours écrits. En fait, c'est ça la faute de beaucoup d'entre nous. Le projet, il est écrit. Le projet, il a des exigences. Il y a des statuts juridiques. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui couvrent, qui protègent votre projet. Si vous mettez toutes ces choses-là en œuvre, c'est juste pour que tu puisses t'épanouir. Tu as un projet, tu te dis, j'aime bien, par exemple, avoir un salon, mais mon mari n'aime pas parce qu'il dit non, dans vos salons, il y a des hommes qui vont venir accompagner leurs femmes, ils vont te draguer. Dis-lui qu'il soit ton premier partenaire, qu'il finance ton projet et qu'il commence à venir avec toi dans ce que tu fais, qu'il t'aide à aller acheter des matériels, à faire ceci. Je trouve que ça sera ton projet. Tu sais que c'est moi l'initiatrice du projet, mais mon mari est venu parce que lui a l'argent. Oui. Pour ne pas qu'on reste... Aussi, parfois, on ne veut pas se comprendre. La femme est haut, l'homme aussi est haut. On ne sait pas se comprendre. Il faut peut-être y aller petit à petit, doucement. L'un d'entre vous va céder. Mais il va être l'homme qui te permet... Bon, peut-être tu proposes tes projets, ton projet, il accepte. Il accepte peut-être d'investir, il te donne de l'argent. Et puis ton projet te demande maintenant de voyager dans d'autres pays. Et en voyageant, tu t'es fait des amis. Et finalement, il découvre que non, c'était une mauvaise idée de te laisser. Qui a dit que quand on est marié, on n'a pas le droit d'avoir d'abord des amis? Ah ben oui, s'il découvre ça et qu'il te dit, bon, je ne veux plus de ça, comment réagir? Moi, je demanderais aux hommes qui sont mariés, aux femmes qui sont mariées, n'ont-ils pas d'amis? Moi, je pense qu'ils ont des amis. Mais si l'homme trouve que ce n'est pas bon pour votre couple, comment il va pas les amis deviennent dangereux si le mari commence à douter. En fait, parce qu'il ne faut pas amener à l'homme ou à la femme de douter de la relation que tu as avec ton ami ou avec ton ami. Donc c'est ça, il faudra seulement mettre en confiance l'homme ou la femme. Donc, Debbie, j'entends déjà une musique qui nous chasse là. Ah oui, donc il faut les mettre en confiance. Ouais, toujours. Et voilà, ça. Voilà, je suis toujours peinée quand on arrive au terme de cette émission parce que nous allons devoir nous séparer et vous savez bien que vous allez me manquer. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique de Mikuba Télévision. Au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine avec les meilleurs de votre magazine de la femme entre les 10.